Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Alors que s'achève une année 2021 marquée par le bicentenaire de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, il est temps de s'interroger sur la postérité de l'empereur des Français. Entendez par là ses héritiers. Et celui qui nous intéresse en particulier aujourd'hui n'est ni l'Aiglon, le duc de Reichstadt ou le roi de Rome, ni Alexandre Walewski, le fils qu'eut Napoléon avec une comtesse polonaise. Non, c'est Léon qui nous intéresse, le fameux fils Léon dont il est question dans une chanson populaire. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. Eh bien, sachez que le Léon de cette chanson a bel et bien existé. Et cette comptine le raille à juste titre, car il fut un loser de première classe. S'il ne suça pas les fils de son caleçon, il mourut dans une telle misère qu'il n'était pas loin d'en être réduit à devoir le faire réellement. Suivez-moi dans cet épisode en 2 parties, à la rencontre de celui qui aurait pu entrer dans l'histoire sous le nom de Napoléon Zéro. Première partie, 1/2 de Napoléon. Léon est l'un de ces infortunés fils d'eux que ses contemporains considèrent comme un raté d'autant plus pathétique que son père était considéré dans le monde entier comme l'un des plus grands hommes de tous les temps, l'un de ces êtres auréolés de gloire comme l'histoire de l'humanité n'en produit qu'un par siècle, l'empereur Napoléon Ier. Infortuné Léon, quoi qu'il entreprenne, cela tourne mal. Et ses échecs sont d'autant plus accablants qu'ils sont par la force des choses mis en balance avec les succès fulgurants de son papa. À 33 ans, âge auquel Léon sort de 2 ans de prison pour dette, Bonaparte était lui premier consul et à quelques mois d'être sacré empereur des Français à Notre-Dame. Là où Napoléon connaîtra une gloire ascendante, y compris dans l'exil à Sainte-Hélène, qui viendra ajouter la couronne du martyr à sa couronne de laurier, son fils vivra une lente descente aux enfers qui illustre magistralement la phrase de son propre père « On peut s'arrêter quand on monte, jamais quand on descend ». Et en effet, jamais Léon ne cessera de dégringoler, comme si son père, ayant accaparé toute la gloire de son siècle, il n'était plus resté au fils d'autres terrains pour s'illustrer que ceux de la médiocrité, du tapage, du vice, de l'escroquerie et, pour finir, du caniveau. Que sa progéniture ne soit pas à sa hauteur, Napoléon lui-même en pressentait le risque. Il avait écrit « Le génie ne se transmet pas. Depuis que le monde est monde, il n'y a pas eu, que je sache, 2 grands poètes, 2 grands mathématiciens, 2 grands conquérants, 2 monarques de génie dont l'un soit le fils de l'autre. » Cela étant, quand bien même l'aigle ne s'attendait pas à engendrer son alter ego, il n'aurait probablement jamais imaginé, même dans ses pires cauchemars, donner naissance à un vilain petit canard de l'engeance de Léon. Grâce au ciel, Napoléon Ier mourut avant que Napoléon Zéro ne commence à déraper sérieusement. La naissance du petit Léon s'était pourtant déroulée sous les auspices prometteurs de la gloire et des sommets, puisqu'il voit le jour le 13 décembre 1806, rue de la Victoire, division du Mont-Blanc, soit 2 mois après la grande bataille d'Iéna, remportée par son empereur de père. Victoire, Mont-Blanc, Iéna, empereur, autant de noms annonciateurs d'un avenir radieux. D'autant que Napoléon, à qui cette heureuse nouvelle parvient 15 jours plus tard alors qu'il se trouve à Pulszczyk en Pologne, est littéralement fou de joie lorsqu'il apprend la naissance de son premier enfant, et qui plus est d'un fils. Marié depuis bientôt 11 ans à Joséphine, il n'avait toujours pas de descendance et il se croyait stérile, son épouse ayant pour sa part déjà 2 enfants, Eugène et Hortense. La naissance de Léon, dont je vous présenterai la mère dans quelques minutes, vient donc lui confirmer que le problème ne vient pas de lui, mais de sa femme légitime. À compter de ce jour, commencera d'ailleurs à germer dans son esprit le projet de sa répudiation.
Mais pour l'heure, emporté par l'enthousiasme, l'empereur chantonne et prend un bain, signe caractéristique de son excellente humeur. Le lendemain même, il rencontrera Marie Walewska, belle et héroïque jeune femme issue de la noblesse polonaise, qui lui donnera donc un autre fils, Alexandre, dont le destin sera nettement plus reluisant que celui de son demi-frère aîné. Si la naissance de Léon est accueillie par des transports de joie, au moins par son empereur de père, ce premier fils de Napoléon Ier démarre toutefois dans l'existence avec un gros handicap. Il est donc un enfant naturel, ce qui change tout. Son acte de naissance indique d'ailleurs « de père absent », puisque cet enfant est un bâtard qui ne pourra jamais prétendre succéder à son père à la tête de l'Empire. On ne lui donne que la moitié du prénom paternel, Léon, nom de baptême qui correspond également à la moitié du prénom de sa mère, qui s'appelle donc, vous le savez désormais, Éléonore. Un enfant naturel, de père absent, considéré comme la demi-portion de chacun de ses géniteurs. Ah, voilà qui de nos jours suffirait à expédier Léon sur le canapé de quelques psychanalystes lacaniens, aux yeux duquel le seul fait pour Léon de porter un prénom amputé de moitié viendrait excuser les débordements ultérieurs de son existence. Bref, et cela ne s'arrangea guère avec le temps, puisque déjà privé de père, Léon sera abandonné par une mère totalement indifférente à son sort. Privé de la tendresse d'une mère et de l'autorité d'un père, n'avais-je pas tout pour n'être rien ? Voilà ce qu'Isabelle Bricard fait dire à Léon dans le roman qu'elle lui a consacré. Alors il est temps de faire les présentations. Qui donc est cette Éléonore qui donne un fils à Napoléon Ier et qui était tout à la fois une mère indigne, une mauvaise épouse et une mauvaise mère? Éléonore Revel, de son nom de jeune fille, Denuelle de la Plaigne, née en 1787, morte en 1868. C'est une amie de Caroline Bonaparte, la sœur de l'empereur. Les deux jeunes femmes se sont connues chez Madame Campan, une ancienne dame de compagnie de Marie-Antoinette. Créée sous le Directoire, l'école de Madame Campan, destinée à l'élite de la société nouvelle, est un vivier de jeunes filles à marier. Églé Auguier, future épouse de Ney, le maréchal Ney. Caroline Bonaparte, future épouse de Murat, futur roi de Naples et aussi très grand cavalier, donc beau-frère de Napoléon. Et Hortense de Beauharnais, future épouse de Louis Bonaparte, un frère de Napoléon Bonaparte. Eh bien, toutes ces demoiselles ont été les condisciples d'Éléonore chez Madame Campan. Mais la future mère de Léon appartient à une famille d'aristocrates désargentés qui lui font épouser le 15 janvier 1805 le premier soupirant venu, un certain Jean-Honoré François Revel. C'est un officier de dragon, mais surtout un escroc aux petits pieds. À peine la nuit de noces des tourtereaux est-elle consommée que Revel, inculpé de faux en écriture commerciale, est condamné à 2 ans de prison. La jeune épousée s'en va alors pleurer dans les jupes de Madame Campan, qui lui suggère de solliciter un emploi auprès de son ancienne condisciple Caroline Bonaparte Murat, devenue entre-temps princesse impériale. La jeune et ravissante Éléonore devient donc lectrice de Caroline, qui, très au fait des goûts de son frère en matière de femmes, compte fermement sur sa jeune protégée pour se livrer à un genre d'effeuillage moins intellectuel que la lecture. Comme elle déteste sa belle-sœur Joséphine, Caroline a en effet pris l'habitude d'approvisionner son frère en chair fraîche. C'est donc elle qui, en janvier 1806, va placer Éléonore sur son chemin comme une grenade dégoupillée. Et tandis que Napoléon fait d'Éléonore sa maîtresse, Jean-Honoré François Revel ronge son frein derrière les barreaux et se demande pourquoi sa jeune femme ne lui rend pas visite et ne lui écrit jamais. Les anecdotes autour de la brève liaison entre Napoléon et Éléonore sont bien connues. Les rendez-vous furtifs entre 2 séances de travail de l'empereur dans la pièce secrète aménagée aux Tuileries, les 2 heures, pas davantage, imparties à leurs ébats sans amour, Éléonore attendant indéfiniment le bon vouloir de Napoléon,
puis avançant l'aiguille du cartel de l'horloge, en somme, afin d'abréger le moment qu'elle devait passer avec un amant probablement plus glorieux sur les champs de bataille que dans un lit. Tout cela est de notoriété publique et nous intéresse évidemment moins que le futur petit Léon, fruit inattendu de ses étreintes clandestines. Ajoutons tout de même ici, pour mettre une touche finale au portrait de son édifiante mère, que non contente d'être la maîtresse de l'empereur, elle fut aussi celle de Murat, sous le propre toit de Caroline, sa bienfaitrice. Il est à noter que tout bâtard qu'il fut, Léon frôla malgré tout un instant la gloire avant de sombrer dans la médiocrité et l'oubli. Pendant un très court moment, en effet, le trône de France aurait pu lui échoir, Napoléon ayant eu l'idée saugrenue de le faire passer pour son fils et celui de Joséphine. Il aurait suffi pour cela que l'impératrice prétende être enceinte et s'éloigne quelque temps de la capitale, mais Corvisart, son médecin, se refusa à couvrir un tel stratagème. Napoléon envisagea ensuite d'adopter Léon, avant d'y renoncer assez vite, jugeant trop ancien régime ce projet de légitimation d'un enfant naturel dont il ferait son héritier. Une fois encore, mauvaise pioche pour Léon, et adieu trône, empire, rêve de puissance et de gloire. Mais ne vous y trompez pas, le jeune Léon mène malgré tout une vie de rêve. Certes, sa mère ne s'occupe guère de lui, mais il est élevé avec les 4 enfants Murat, en particulier le petit Achille, dont il a l'âge, et surtout il a la joie d'être reçu régulièrement par son père à l'Élysée et aux Tuileries. Le maître du monde souffle devant lui dans une trompette pour l'amuser, imite la poule qui vient de pondre, et comme Henri IV se met à 4 pattes pour être à sa portée. Léon se sent important. Napoléon le reçoit encore quelquefois après son mariage avec Marie-Louise, mais après le 20 mars 1811 et la naissance de l'Aiglon. Léon est relégué au second plan dans l'affection et l'intérêt de l'empereur, et pour lui, tout va se mettre à tourner de travers. Élève à l'X, il entend constamment parler de lui comme de « l'enfant de vous savez qui ». Comment ça, l'X ? Léon était polytechnicien et l'on voudrait le faire passer pour un nul ? Sauf qu'à y regarder de plus près, l'école qu'il va fréquenter n'est pas l'X Polytechnique, mais l'X, H-I-X, une pension pour petits garçons qui se trouvait alors rue de Matignon. Au cours des 10 années qu'il va y passer, avant de se faire renvoyer de cette institution, Léon recevra en tout et pour tout 2 lettres de sa mère. 2. Depuis la naissance de Léon, Éléonore a divorcé, elle s'est remariée puis s'est retrouvée veuve et elle vit désormais à Mannheim, dans le grand-duché de Bade, avec son 3e mari, le duc de Luxembourg, un diplomate bavarois. Quant au père absent, qu'on lui dit toujours « retenu à l'étranger pour de mystérieuses affaires », Léon le verra pour la dernière fois de sa vie à la Malmaison en mars 1815. Alors, à défaut d'avoir des parents sous la main, Léon est placé sous la responsabilité d'un conseil de famille qui comptera des noms prestigieux comme ceux de Lascaz ou Vivant Denon, le directeur et le créateur du musée du Louvre. Et il aura également un tuteur légal désigné par Napoléon lui-même, Monsieur Mauvière, qui n'est autre que le beau-père de Menneval, secrétaire de l'empereur. Menneval lui succédera à son grand âme, car il sera littéralement poussé à bout, usé jusqu'à la corde, écœuré par les turpitudes et les extravagances de son protégé, au point de devoir renoncer purement et simplement à ce rôle de tuteur. Car dès qu'il sera délivré de ses austères censeurs, Léon n'aura plus qu'une idée en tête, festoyer et dilapider sa fortune. Car le jeune Léon est riche, son père y a pourvu. 3 mois avant la première abdication, il lui a constitué une rente de 12 000 francs. Le 26 juin 1815, l'un de ses derniers actes officiels avant son départ pour Sainte-Hélène est encore d'attribuer à Léon une rente de 100 000 francs. Enfin, il lui donnera dans son testament la somme de 300 000 francs, soit plus d'1,5 million de nos euros. Et Napoléon de préciser : je ne serais pas fâché que le petit Léon entrât dans la magistrature si cela était de son goût.
Hélas, nous dit Charles Noroy dans Les Secrets de Bonaparte, ce ne fut point son goût, il n'en eut d'autre que la paresse. Après la mort de Napoléon le 5 mai 1821, le bâtard impérial Léon va faire semblant de respecter la dernière volonté paternelle en suivant quelques cours à l'école de droit de la place du Panthéon. Mais bien vite, il s'endort sur le code civil et sèche les cours. Après avoir échappé à l'attention de son tuteur, Menneval, au cours d'une représentation théâtrale, il s'enfuit en Allemagne pour y retrouver sa mère. Il y passe quelque temps, mais réalise que pour le jeu, les femmes, la gastronomie et les théâtres, il n'y a que Paris. Il s'y rapatrie donc afin d'y entamer au plus vite une très brillante carrière de parasite, bambocheur, tapeur, importun, oisif, emploi difficile requérant des dispositions physiques et intellectuelles particulières comme la paresse, la résistance au sommeil, à l'alcool et à la syphilis. Cela tombait bien, Léon présentait justement sous leur forme la plus aboutie toutes ses qualités de parfait raté. À cette époque-là, Léon commence à écumer les tripots. Il travaille son look de parfait dandy, s'endette partout où il passe, en particulier chez les tailleurs, les chausseurs et les restaurateurs. Selon le mot de Max Billard, il devient « ce prince charmant des 1001 nuits parisiennes qui ne trouvait pas assez de fenêtres par où jeter son argent. » En 1826, estimant que l'on ne peut être le fils de Napoléon Ier sans posséder un titre de noblesse, Léon s'auto-décerne le titre de comte. Il dessine son blason et fait réaliser des cartes de visite au nom du comte Léon. Puis, muni de ce patronyme aristocratique, qui en imposera au moins un temps à certains prêteurs, il dilapide l'argent à peine emprunté, court la gueuse, festoie, se fait admettre au très sélect club du bicarbonate, comprenez les bambocheurs impénitents, casseurs de réverbères, breuteurs ombrageux, noceurs assoiffés, trousseurs effrontés, où sa candidature ne pouvait manquer de faire l'unanimité. Dans Paris, où il commence à être connu comme le loup blanc, d'autant qu'il est le sosie de son père, on le surnomme l'aiglon des boulevards. Or, en 1828, alors qu'il n'a pas 22 ans, l'aiglon des boulevards est déjà quasiment sur la paille. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire, consacré à Léon, le fils raté de Napoléon. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Je vous dis à très bientôt. À une idée lumineuse, ont vous, chers auditeurs, désormais instruits des principales qualités de Léon, pourrez juger de la pertinence. Il lui propose d'entrer dans les ordres. C'est dire s'il connaît bien son homme. Le comte Léon dans les ordres, même s'il distribue généreusement son argent et celui des autres, et pratique intensivement l'amour de son prochain dans les coulisses des théâtres et les maisons closes de la capitale, Léon ne se voit pas du tout renoncer au plaisir terrestre. L'odeur de sainteté, ça n'est pas fait pour lui. J'imagine même qu'il dut avoir du mal à retenir un fou rire quand son oncle évoqua ce projet devant lui. Monseigneur de Quélen, archevêque de Paris, ancien secrétaire et ami du cardinal Fesch, ira tout de même jusqu'à écrire au pape pour lui recommander Léon. Il ignorait sans doute que le mauvais garçon dont il plaidait la cause et vantait les qualités de futur parangon de vertu avait été catalogué comme le plus mauvais sujet de la prison ou comme n'importe où ailleurs, il va s'illustrer pour le pire. Il a escroqué tous les restaurateurs et volé la montre du directeur, a fait bruit et scandale, on l'a mis au cachot. Il a proposé à sa mère d'empoisonner son mari, le comte de Luxembourg, puis menacé sa mère de l'assassiner si elle ne lui donnait pas d'argent. Il a accusé le directeur de coucher avec sa mère, que ce dernier n'a jamais vue.
Au bout de 2 ans, le 23 octobre 1839, ce roué de Léon parvient à sortir de prison grâce à un habile stratagème, il faut le reconnaître. Écoutez plutôt. À l'époque, ce sont les créanciers qui paient le gîte et le couvert de leurs débiteurs emprisonnés. Léon fait donc paraître un avis de décès le concernant dans le Constitutionnel, unique gazette distribuée dans la ville où réside son principal créancier. À la nouvelle de sa disparition, celui-ci, un nommé Delpech, cesse immédiatement de s'acquitter des frais de pension de son débiteur, ce qui entraîne la libération immédiate de Léon. Par la suite, évoquant ce passage en prison dans ses mémoires, le comte Léon admettra avoir fait de la prison pour dette. Il était au demeurant difficile de nier une évidence de notoriété publique. Mais il jurera, ses grands dieux, que c'était par suite d'innombrables machinations ourdies contre lui. Avec notre cher Léon, impérial raté des faubourgs, le pire est toujours à venir. À sa sortie de prison, il va donc s'installer chez une certaine dame Le Sieur, magnétiseuse de son état, femme adultère, vivant avec un homme marié. Bientôt, la pseudo-magicienne devient également la maîtresse de Léon. Ce trio pitoyable, aussi dépravé que malhonnête, vivote dans un garni de la rue du Mail. Léon ne vit plus que d'escroqueries. Depuis longtemps déjà, Menneval ne le voit plus ni ne le reçoit plus. Ses relations les plus fidèles sont ses partenaires de jeu et ses créanciers, tailleurs, cordonniers, fournisseurs, avocats, avoués, huissiers, horlogers, bijoutiers, restaurateurs. Il n'est pas un corps de métier auprès duquel Léon ne soit pas endetté. Ayant pu se procurer la somme nécessaire à son voyage, Léon, fuyant ses créanciers, se rend en Angleterre au début de l'année 1840. Il espère y rencontrer son cousin Louis-Napoléon Bonaparte. Il se présente donc 4 jours de suite au domicile de ce dernier, en y laissant à chaque fois sa carte. Mais le 4e jour, son cousin lui fait savoir qu'il ne peut pas le recevoir. Piqué au vif d'être retoqué comme un gêneur par le chef de la maison impériale qui n'est qu'un vague bâtard de Louis Bonaparte et d'Hortense, là où lui, même réduit à l'état de semi-clochard, est tout de même le bâtard de l'empereur en personne, il lui adresse le 29 février 1840 une lettre injurieuse commençant par un trait condescendant « Mon petit cousin ». Et comme vous pouviez vous y attendre, il le provoque en duel. Ce duel avec son cousin Léon, Louis-Napoléon en accepte le principe. On se battra donc à Wimbledon. Notez au passage que l'on retrouve ici l'étrange fatalité des noms qui poursuivra Léon tout au long de sa vie, donnant une coloration ridicule à tout ce qui l'entoure. Entre son prénom, Léon, moitié de Napoléon et Éléonore, ses études à l'Ix, qui n'est pas polytechnique mais cette boîte privée, son avoué nommé Boudin, et maintenant son duel à Wimbledon, alors que le tennis n'a pas encore été inventé. Ce jour-là, on prévoit un beau duel, mais au moment où les duellistes sont enfin tombés d'accord sur le choix des armes et s'apprêtent à tirer, des policemen surgissent et les emmènent devant un juge qui les condamne à une forte amende dont nul ne sait comment Léon parvint à la payer. Après ce duel manqué face à son cousin à Wimbledon en février 1840, nous retrouvons Léon le 14 décembre suivant, attendant sur le quai de la Seine à Courbevoie l'arrivée de la barque cénotaphe baptisée La Dorade, qui transporte les restes mortels de son père. Une fois encore, comme simple bâtard de l'empereur et personnalité peu reluisante, Léon doit se fendre d'une lettre au roi Louis-Philippe pour obtenir une place dans le cortège du retour des cendres de son papa, événement très couru dont il est à la fois l'un des participants les plus naturels, c'est le cas de le dire, mais aussi le moins désiré. Dans ces années-là, il est tellement fauché qu'il pose pour des peintres souhaitant réaliser des portraits de son père. Et il intente à sa propre mère un procès dont il tire quelques sous. En mal comme en bien, il doit encore tout à ses parents. En 1848, apprenant que son petit cousin, Louis-Napoléon Bonaparte, brigue la présidence de la République française, Léon est absolument furieux, car il estime que cette dignité lui revient en priorité. Il envisage donc de se présenter lui-même à la magistrature suprême. Mais il y renonce finalement,
et fait à ses futurs ex-électeurs des déclarations grandiloquentes sur son refus de diviser par sa candidature les chances de sa famille. En réalité, on se demande bien s'il se serait trouvé à ce moment-là un seul inconscient pour faire porter son suffrage sur cette tête folle de Léon. Bien évidemment, dès que Louis-Napoléon est élu, Léon demande à venir le voir. Mais jamais son cousin ne recevra cet hurluberlu sans conviction, sans principe, sans moralité d'aucune sorte. 4 ans plus tard, quand Louis-Napoléon rétablit l'Empire, Léon se met finalement à chanter les louanges de ce petit cousin qu'il était fermement décidé à envoyer ad patres 12 ans auparavant. Il devine à juste titre qu'être l'oncle du nouvel empereur le rendra plus crédible auprès de ses créanciers présents et à venir. Les Napoléon III, 2, 1 sont bien à la mode. Pourquoi pas Napoléon 0 ? N'est-ce pas le moment ou jamais ? Léon va en effet d'ailleurs en profiter à plein, puisqu'à la faveur du Second Empire, il va toucher l'importante somme de 300 000 francs que lui verse son petit cousin afin de respecter les dispositions testamentaires de Napoléon Ier, ainsi qu'une rente de 6 000 francs. Il s'installe alors dans une belle demeure à Saint-Denis. Mieux, puisque les temps sont favorables aux bonapartistes, Léon prend sa plus belle plume et écrit au pape pour lui demander de faire de lui le nouveau roi d'Italie. Et allons donc, n'ayant pu ni être empereur, ni prêtre, ni magistrat, ni garde national, ni prisonnier modèle, ni poète, il pouvait bien s'essayer à la royauté. Bien élevé, le pape lui adresse sa bénédiction pour toute réponse. On ne voulait pas de lui comme roi d'Italie ? Qu'importe, il allait être député, pensait-il. Il se présente en 1857 aux législatives à Saint-Denis. Seulement, il a beau être enthousiaste, le préfet ne peut décemment pas donner l'estampille officielle à ce candidat perclus de dettes et pensionnaire au mont-de-piété. Et c'est un rêve de plus qui tombe à l'eau. Quel domaine de l'activité humaine n'a-t-il pas encore exploré ? L'industrie ? Fort bien. Notre comte Léon investit le legs de l'empereur dans des entreprises aussi ineptes qu'aventureuses. Il s'occupe de chemins de fer, de tracés de boulevards, il crée une fabrique d'encre et, je cite, il propose le reboisement et le défrichement de toutes les terres incultes de France, fait fabriquer des hamacs, propose des modèles de nautiles sous-marins, fait de tout, braconne dans toutes les industries. Roi d'Italie, député, entrepreneur, tout. Il aura vraiment tout essayé, mais rien ne fonctionne jamais comme prévu. Les échecs s'accumulent et Léon s'aigrit, vieillit, n'a plus le sou. Mais à qui emprunter de l'argent qu'il n'ait déjà pas sollicité 20 fois ? Car il a grand besoin d'argent pour pouvoir épouser la fille de son jardinier, une certaine Françoise Fanny Jouet, couturière âgée de 25 ans de moins que lui. Il a déjà 2 fils avec elle et souhaite régulariser leur situation. Il redevient donc le tapeur professionnel, le gêneur, l'importun qu'il n'a jamais vraiment cessé d'être. Sans aucun amour-propre, Léon sollicite indifféremment son demi-frère, le comte Walewski, qui est alors ministre des Affaires étrangères, James de Rothschild, ou son principal mécène, son cher petit cousin, pour qu'il l'aide à financer son mariage. Seul Napoléon III accepte encore de régler ses dettes et de lui prêter quelque argent. Léon épouse Françoise le 2 juin 1862. En juillet 1864, Napoléon III paie ses dettes pour la dernière fois et lui fait comprendre que cette fois, ça n'est plus la peine d'y revenir. En fait, bonne pâte, l'empereur déchu maintiendra la pension de Léon sur sa cassette personnelle jusqu'à sa propre mort le 9 janvier 1873. Après quoi, le robinet sera bel et bien fermé. Désormais âgé de 70 ans, Léon est maintenant à l'abri de la contrainte de corps, de sorte qu'il peut rentrer faire des dettes dans son pays, la France, sans y risquer la prison. Après une longue errance entre Toulouse, Bordeaux et Tours, la famille Léon échoue à Pontoise, dans une petite maison minable de la rue Beaujon. C'est ici que le fils Léon va passer ses derniers jours dans une souffrance et un dénuement épouvantables.
Dans leur gourbi pontoisien, les Léons n'ont presque plus de meubles. Les derniers portraits de l'empereur sont vendus l'un après l'autre. Léon passe de longues heures assis dans un fauteuil, à fixer le vide en ressassant ses souvenirs. À quoi pense-t-il ? À son père le recevant aux Tuileries ? À sa mère, qui fut l'une des plus belles femmes de l'Empire ? Sa vie l'a mené des marches du trône à cette chaise bancale miraculeusement échappée aux saisies et aux brocanteurs. Écrit Isabelle Bricard. Rien. Léon, fils naturel de Napoléon Ier, n'a plus rien. Enfin si, tout bien considéré, il lui reste tout de même quelque chose de son côté Bonaparte. S'il n'a pas hérité d'un trône, il a hérité du cancer des intestins, dont son grand-père et son père sont morts avant lui, et qui va l'emporter lui aussi le 14 avril 1881. Léon est inhumé dans la fosse commune du cimetière de Pontoise, entre 4 planches que sa femme Françoise a pu payer en faisant la manche auprès de ses voisins. Françoise s'engage ensuite comme femme de ménage chez une cuisinière à la retraite. La belle-fille de l'empereur Napoléon Ier, femme de ménage à Pontoise. Voilà l'image d'Épinal que Léon lègue à la postérité. Si son père fut un astre brûlant, selon la formule de Dominique Vivant de Nom, que dire alors de lui, de Léon, sinon qu'il fut, à son exact opposé, une sorte de trou noir, d'éclipse, de puits sans fond. Il est vrai qu'être à la hauteur d'un père comme Napoléon était un défi impossible à relever, tant il est vrai, comme l'aurait dit La Rochefoucauld, que les grands noms abaissent au lieu d'élever ceux qui ne les savent pas soutenir. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation a été coordonnée par Victor Nolo. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.